Premières assises de l'innovation, Hôtel de l'Industrie, 3 décembre 2018. Assises de l'innovation organisées par le collectif Innovation et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Alors j'ai invité un certain nombre de personnes, de personnalités, d'horizons différents. Richard Topper, ici présent, en est une. Nous nous connaissons depuis plusieurs années, puisque Richard est administrateur, comme moi, de Forum Athena, qui est un think tank créé il y a 11 ans par des X-Télécoms pour réfléchir aux problèmes et des télécoms et de plus en plus du numérique. Par ailleurs, il dirige une entreprise qui s'appelle CETIX. Donc par définition, Richard est un homme innovant qui rencontre les joies et les peines de cette innovation. Alors, comme il est dans le public, il va nous dire un peu son parcours, sa conception de l'innovation. Est-ce que c'est une angoisse? Est-ce que c'est une chance face aux défis du XXIe siècle? Bonjour. Donc pour moi l'innovation, très simplement j'ai créé une entreprise presque par hasard et en fait je me suis rendu compte que c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début dans ma vie. Et en fait moi j'ai commencé, j'ose le dire, comme étant un fonctionnaire. Ou d'ailleurs j'ai innové à l'époque, puisque à l'époque, c'était il y a 40 ans, vous savez, il y avait le téléphone. Et on faisait le 15, le 16 pour la province, le 19 pour l'international. Et en tant qu'étudiant, j'ai eu l'idée de ne faire qu'un seul chiffre, le 0. Et ensuite, les gens ont vérifié, ont fait. Ah, c'est toi qui as fait qu'on faisait le 0 et non plus le 15? Oui, enfin, j'ai pas fait, mais j'ai eu cette idée quand j'étais en stage, étudiant. Et ensuite, il y a des gens qui l'ont vérifié. Et donc, il s'est trouvé que les hasards de la vie ont fait que j'ai créé des entreprises dans le domaine de l'ingénierie des télécoms. Au départ, dans un grand groupe d'ingénierie du BTP. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'est séparés. Et en 2009, je suis devenu entrepreneur, après donc une carrière de fonctionnaire, une carrière de dirigeant d'entreprise. Et donc aujourd'hui, la société se développe depuis 3 ans. En fait, on dit tous, après 5 ans de vallée de la mort, il y a l'ère de la scalabilité, donc on est dedans. Qu'est-ce que c'est exactement la scalabilité? La scalabilité, c'est assez simple. Il y a 2 ans, on était 20 ingénieurs, aujourd'hui on est 40. Chez CETIX? Oui, voilà, c'est très simple. La scalabilité, c'est de faire de plus en plus gros. Et moi, je le fais à mon rythme. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? On conçoit des réseaux en fibre optique, et notamment à la campagne. Pourquoi? Parce que les campagnes partout, d'ailleurs, c'est l'actualité, les gilets jaunes, les campagnes se dépeuplent. Les campagnes, il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus de familles. Et aujourd'hui, il faut trouver des façons de faire revivre les campagnes. Et je pense qu'aujourd'hui, le numérique, c'est une façon de faire revivre tous ces territoires. Et en fait, en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a mis au point un plan qui ne fonctionne pas si mal. Et en fait, aujourd'hui, on travaille en Europe, nous travaillons dans plusieurs pays en Europe. Et en Europe, ils appellent ça le French Model. Vous voyez, et en fait, qu'est-ce que c'est cette idée? Par exemple, je prends un exemple tout bête, on travaille en Estonie. L'Estonie, tout le monde sait que c'est le pays le plus numérique du monde, le pays où on peut tout faire numérique, sauf peut-être se marier. En fait, quand on regarde un peu plus dans les détails, la capitale s'appelle Tallinn, et puis une autre ville s'appelle Tartu, qui est tout à fait numérique, et puis le reste, il n'y a rien. Et donc nous travaillons avec la compagnie d'électricité pour câbler le reste en fibre optique. Donc en fait, on a développé d'autre part des nouvelles méthodes innovantes pour remplacer, disons, du dessin, la conception qui est faite à la main, par des ordinateurs et par du logiciel. Et aujourd'hui, on atteint une productivité très importante et les gens peuvent parler d'ubérisation. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait comme travail? On automatise des tâches qui sont fastidieuses, de recopier, de faire des dessins il n'y a aucune créativité. Et aujourd'hui, on concentre finalement le travail humain sur des tâches créatives. C'est de l'intelligence artificielle? Alors, il paraît que c'est de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, sans le savoir, comme M. Jourdain. Oui, aujourd'hui, nous, on a appelé au départ, c'était des logiciels de planification, d'optimisation, pour concevoir globalement un réseau. Par exemple, en ce moment, j'ai des équipes là, dans les 10 jours qui viennent, qui calculent tout un réseau pour 500 000 prises pour une grande région française. Et puis ensuite, ça a évolué vers l'ingénierie détaillée. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie détaillée? C'est devant chaque maison, il y a un câble qui va arriver, puis on est capable d'automatiser le dimensionnement du câble, le tracé de ce câble, donc sur des poches qui font quelques centaines de logements. Donc ça, on le fait dans différents endroits en France. Et je peux donner un exemple, par exemple, il y a un département qui s'appelle l'Oise,
donc c'est un projet qui a démarré il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 logements, on dit raccordables, qui peuvent être raccordés à la fibre optique. Il y a plus de 45 000 abonnés. Et Orange a annoncé que l'an prochain, ils ajouteraient 60 000 abonnés en fibre optique. Et un département comme l'Oise va voir, tout le monde connaît l'Oise, c'est à côté de Paris, c'est la campagne. C'est un département qui va voir justement ses activités augmenter. Par exemple, aujourd'hui, l'agriculture, c'est très numérique. Par exemple, aujourd'hui, il y a des anciennes casernes qui sont reconverties en studios numériques, aussi avec un membre de Forum Athéna, qui s'appelle Philippe Laredo. Il y a un certain nombre de... Donc ce département revit. Et à côté, par exemple, il y a un autre département au travail qui s'appelle l'Aisne, qui est un département important. Et alors, ils sont le 3e département actuellement en vitesse de déploiement de fibre optique en France. Et les gens de l'Aisne sont très contents parce que c'est la première fois qu'ils sont 3e de quelque chose. D'accord. Et donc, l'Aisne revit aussi. Donc tu fais revivre des territoires. Oui, c'est vraiment... nous on ne fait pas revivre, nous on donne l'infrastructure. L'infrastructure on la donne même pas, on la conçoit, on coordonne les projets. D'accord. Pour parler très simplement, dans le monde anglo-saxon, l'intérêt de travailler dans le monde anglo-saxon, c'est qu'on oublie l'Europe. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille en Irlande par exemple, ou en Angleterre. On conçoit, ça se dit design en anglais. Par contre, on ne construit pas, c'est build. Et derrière, il y a une troisième fonction qui est transfer, c'est-à-dire passer le réseau au privé. Donc là, on intervient aussi comme contrôleur. Voilà ce qu'on fait. Et un réseau bien conçu permet d'avoir des abonnés. Et aujourd'hui, clairement, ça change l'économie d'un territoire. Donc innovateur, évidemment. Mais oui, tout à fait. À la limite, si on te demandait, tu es bien obligé, tu es plongé dans un bain qui est un bain économique, juridique, fiscal, de financement, etc. On a toujours quelques regrets quand même, parce que en France et en Europe, d'une façon plus globale, tu te meus là-dedans en tant qu'innovateur. Et c'était un petit peu l'objectif de ces assises d'aujourd'hui. Les premières, j'insiste bien, il y en aura une suivante, des suivantes, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que favoriser? Alors, des trucs, orientation de l'épargne. Alors d'abord, il y a une première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut des entrepreneurs. Comme je vous ai dit, moi j'étais... T'en es un. Oui, mais je suis devenu un peu par hasard. J'ai un fils qui est un vrai entrepreneur à 20 ans. Oui, tu me l'avais dit l'autre jour, mais moi je suis devenu entrepreneur en 2009, donc j'avais 56 ans. Donc j'étais pas tout jeune. Et en fait, deuxièmement, comme tous les entrepreneurs, on faisait donc du conseil, j'ai eu cette idée d'investir dans un logiciel. Parce que là, l'ingénieur avait une idée, avait développé un prototype, et il a fallu trouver de l'argent. Donc il y avait l'argent d'entreprise, avant l'émission. Ensuite, il y avait mon argent. Puis après, ça ne suffisait pas, donc il a fallu trouver des solutions. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, avec horreur, que le système français ne marchait pas. Parce qu'on n'avait pas tout à fait un statut de start-up, on ne rentrait pas dans les cases des fonds. Notamment parce que tout ce qui est télécommunication, il y avait un Américain qui m'a dit « VC hate Telecom ». C'est clair. Parce qu'on a comme client des opérateurs, des gens comme ça. Il faut voir qu'on a par exemple une petite société comme nous, comme client Orange, comme client Huawei. Bon, on a vraiment des très grands comptes. Et donc en fait, finalement, plutôt que de trouver des fonds, ce qui s'est passé, j'ai trouvé, grâce, à l'époque c'était l'ISF, lorsque mes petits camarades appellent des papy-tépas, c'est-à-dire 6-7 actionnaires privés qui ont pris une participation très minoritaire au capital, en se disant finalement celui-là peut-être qu'il ne va pas tout perdre parce que comme c'est en son argent, il va peut-être essayer d'en faire quelque chose. Et puis ensuite, ça c'était donc en 2012, vous voyez, c'était le moment où c'était difficile. J'en étais pas au stade où on mangeait des pâtes encore. J'ai entendu des fondateurs dire qu'ils mangeaient des pâtes pendant un an à leur famille. Et puis ça s'est développé quand on a eu des premiers résultats et en fait, grâce notamment à ce qu'on appelle un prêt développement d'une institution qui s'appelle BPI France, où c'est un prêt qui a été accordé moitié par le privé, une banque, et moitié par le public. Ça a permis de changer complètement l'économie de l'entreprise. Auparavant, on avait des très bons clients, des très bons comptes, on fonctionnait par de la facturage qui coûte une fortune. Là, tu nous dis que tu t'en es sorti parce que tu as eu beaucoup d'imagination créative. Donc, ce que je te demande, c'est à la limite, non, c'est pas de qu'est-ce qui nous manque? Non, il faut déjà de la... Enfin, si je peux me permettre, je ne voudrais pas dire c'est de la force. C'est qu'il faut avoir une conviction. Et deuxièmement, ce que je dis à tout le monde, c'est l'important, c'est pas de tomber. L'important, c'est de se relever. Et d'habitude, il faut être très jeune. Et moi, il se trouve que je l'ai fait, j'aurais dû le faire plus tôt. On va le dire clairement. Mais finalement, je l'ai fait maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'amuse bien. On est dans une entreprise où, quand même, l'année dernière, on a dû grandir de 40%, cette année de 30%. Je prévois encore 20-30% de croissance dans l'année qui vient.
Et voilà ce que je te dis, mais je crois que c'est vraiment une question de motivation. J'ai aussi une autre approche qui est de croire beaucoup dans les personnes qui fonctionnent, qui créent cette entreprise. Et on a une entreprise où il y a des gens nouveaux qui arrivent, mais la plupart restent. On n'a pas un départ par an. Donc je crois beaucoup dans le fait capital de... immatériel. on n'est que du capital immatériel. Nos équipes sont en France et sont en Allemagne. Ouais. Et pourquoi on est en Allemagne? Parce qu'il y a un garçon, celui qui avait inventé ce logiciel, qui m'a dit un jour, à Paris je ne peux pas vivre parce que sa femme, il était moitié allemand, sa femme ne travaille pas. Et donc il a dit, je m'installe à Cologne en Allemagne. Je lui ai dit, on continue à travailler ensemble. Très bien. Et donc aujourd'hui, on a 2 pôles, un pôle à Paris, à la Bastille, et un pôle en Allemagne. Et on cherche du monde, comme tout le monde. Voilà. Eh bien, félicitations. Oh, on est qu'au début. Mais, voilà. mais c'est l'innovation, c'est clairement l'innovation. Ouais. Et le plus grand frein qu'on a aujourd'hui, c'est de faire adopter aux personnes qui ont l'habitude de faire autrement des nouvelles méthodes. Et c'est ça notre plus grand frein. Aujourd'hui, tous les grands bureaux d'études du BTP sont pas mal à l'aise avec l'informatique et donc ont du mal à accepter ces nouvelles méthodes pour la réalisation des réseaux. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.